Nous sommes le vendredi 16 avril 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Célébration de la victoire du président Patrice Talon à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le chef de l'État nouvellement réélu était entouré à l'occasion de différents acteurs artisans de cette victoire. Le duo Paul Nkpe-Alassane Soumanou Djemba prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle. Face à la presse, le duo qui était en lice pour l'élection félicite le duo gagnant et apprécie le déroulement du scrutin. Tournoi de football au profit des centres de formation sportive du Mono. C'est la première édition de la compétition destinée cette fois-ci à la catégorie des moins de 15 ans. Elle est organisée par la direction départementale des sports du Mono. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Eh bien, quelques heures après la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle du 11 avril dernier par la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon et ses partisans se sont retrouvés à son domicile pour célébrer la victoire. Après les félicitations reçues de ses proches, il a pris des engagements pour le prochain quinquennat. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président Patrice Talon. Je veux, pour commencer, au nom de ma colistière, Madame Mariam Chabit Alata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet et donné au duo cette victoire si belle. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Nkpe, M. Corentin Korhoué et son colistier Agossa pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie et les saluer pour cela et dire combien le peuple béninois, à travers ces élections qui se sont passées de manière relativement pacifique, que le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques et notamment de ses candidats. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues, les violences auxquelles nous avons assisté, malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Et pour cela, je voudrais remercier mes compatriotes, les uns les autres, quelle que soit l'opinion, quels que soient les bords politiques de chacun, et dire qu'ensemble, nous venons de passer une étape majeure dans notre histoire. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce jour si mémorable où une nouvelle dynamique va s'installer, à la suite de ce qui est en cours, dire que ce qui s'est passé est fort regrettable et que nous n'avons pas le droit de le banaliser, même si nous sommes prêts à aller au-delà. Et qu'il va falloir, les uns et les autres, faire ce qu'il faut pour que cela ne se répète plus jamais. Nous avons, en 5 ans, démontré que le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin, et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans son bien-être personnel. Et cela peut paraître immense, mais pour moi, ce sera aisé, ce sera facile. Parce que maintenant, on sait faire. Maintenant, nous avons vu que nous avons
la capacité, nous avons la rigueur qu'il faut, le sérieux qu'il faut pour satisfaire nos attentes. Pour ma part, dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même, davantage. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances, à m'améliorer. Ce n'est pas parce que mes concitoyens m'ont renouvelé leur confiance que j'ai l'assurance que tout est parfait. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe qui a été en place, qui est en place et qui sera en place. Et je suis convaincu, je vais œuvrer pour cela, je suis convaincu que le Bénin, sous peu, va être un très grand pays, un pays respectable, un pays de développement, un pays d'émergence, un pays de bien-être. Voilà. Le duo Paul Mounpé-Alassane Soumanou Diemba prend acte de la victoire du duo Talon Talata après la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle. Le duo, arrivé deuxième au cours de l'élection, s'est adressé à la presse. Il a félicité son challenger Patrice Talon et remercié dans le même temps les militants FCBE. On écoute Alassane Soumanou Diemba. Chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République suite aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Force Cori pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants des Forces Cori pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti pour le score et le jeu que nous avions atteint au cours de cette compétition électorale présidentielle. Chers compatriotes, je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes voeux les plus sincères de réussite, mes voeux les plus fraternels d'un quinquennat qui, sans doute, contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Je mettrai surtout l'accent sur la réconciliation nationale et le consensus, afin que la démocratie béninoise puisse recouvrir ses lettres de noblesse. Je voudrais enfin remercier toutes les institutions qui ont contribué à la réussite de cette élection qui vient de prendre fin. On s'intéresse maintenant à la conférence de presse animée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Au menu des échanges, l'actualité électorale en cours en 2 points essentiels. Il s'agissait pour le ministre de la Communication de se prononcer sur le déroulement du scrutin présidentiel et la réponse apportée par le gouvernement aux événements malheureux qui ont émaillé le processus. Le compte-rendu de cette conférence de presse est signé Herman Aniaboussou. C'était une rencontre d'échange entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et les hommes des médias, y compris ceux des médias internationaux, également intéressés par le processus électoral en cours au Bénin. Sur les accusations de bourrage du hand, des images circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont été... 90 minutes d'explications qui auront permis à l'assistance de se faire une idée plus précise de la situation du déroulement du scrutin présidentiel du dimanche dernier et d'en apprécier les enjeux. N'eût été le sens de l'anticipation et de la réactivité que nous aurions du gouvernement et de son chef et des forces de défense et de sécurité, que nous n'aurions pas pu faire ces élections. Et que peut-être que ces oiseaux de mauvais augure qui parlaient de guerre civile, ils se sont armés pour une guerre. Si le scrutin dimanche s'est déroulé dans une ambiance générale de paix, bien d'événements malheureux ont pu émailler le processus. Ce que le ministre qualifie de menace de déstabilisation du pays et qui, fort heureusement, ont pu être contenus avec professionnalisme et doigté par les forces de défense et de sécurité.
Et je sais que vous qui êtes renseignés, vous avez assisté à une visioconférence où nous avons un ancien ministre, un autre, parce que celui dont je parlais, c'était un ancien ministre, candidat prématuré à la candidature. Vous avez un autre ancien ministre qui finit par lâcher tout seul. Nous sommes en contact avec les chasseurs, c'est des manifestants, et nous allons leur procurer des moyens. Un hommage solennel de la nation rendu par le chef suprême des armées aux vaillants soldats qui ont su repousser les assaillants, au dire du porte-parole du gouvernement. Mais je peux vous dire qu'ils ne seront pas poursuivis uniquement pour les infractions au code électoral, parce que ce qu'ils ont fait est aller plus loin. C'est carrément une manœuvre de déstabilisation d'un processus. Et je rejoins mon garde des Sceaux en confirmant que le soin sera laissé au parquet de poursuivre sous les qualifications les plus adéquates, les plus pertinentes. L'actualité électorale suit inexorablement son cours. Selon le maître Alain Orunla, un taux de participation très satisfaisant, des duos de candidats qui sont déjà provisoirement fixés sur les différents résultats. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Les deux sujets essentiels débattus au cours de cette conférence de presse mettent un point d'honneur sur la suite à donner aux dégâts tant matériels qu'humains. Et sur ce point, la réponse du ministre est sans équivoque. Le temps de l'impunité est révolu. L'élection présidentielle a donc eu lieu dimanche dernier, 11 avril, mais avant, des tensions ont eu cours dans le pays, à l'intérieur, au centre et au nord. À l'occasion, des agents de forces de défense et de sécurité ont été objets d'attaque par des hommes armés. Le mercredi dernier, le président s'est rendu à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour remonter le moral aux soldats touchés par les différentes balles. Précision. Le président Patrice Talon est allé rendre visite aux agents des forces de défense et de sécurité blessés. Victimes des violences préélectorales au centre et au nord du Bénin, alors qu'ils étaient en mission, ces militaires et policiers ont été admis à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour les soins. Le chef de l'État leur exprime son soutien et celui de la nation. Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. La nation vous êtes reconnaissante, mais nous ferons tout ce qu'il faut. Et bravo et encore du courage. Ils avaient reçu pour instruction d'enlever les obstacles posés par des citoyens pour entraver la circulation. Mais ils ont été pris pour cible. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu, l'un le sud, les besoins des uns et des autres, le pays de l'Interland? Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Le chef de l'État, exprimant son indignation, promet que l'État prendra ses responsabilités devant de tels actes. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes. Et qui ne faisait rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes. Et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés,
pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre pays, notre unité. Ces hommes en uniforme n'ont pas riposté à leurs assaillants et ont évité le pire, bien qu'ayant subi des préjudices corporels. Ils sont au total 28 membres du personnel des forces de sécurité et de défense. Pour le président Patrice Talon, ils sont des héros. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se prononce sur ces différents événements déplorables des violences commises avant l'élection présidentielle du dimanche dernier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique donne des explications sur l'évolution de la situation. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Bantais et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée,
Les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Et après l'élection, plusieurs rumeurs de fraude illustrées par des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement donne sa part de vérité sur ces différents faits à travers une conférence de presse. À en croire les conférenciers, il s'agit des actes de sabotage durement organisés pour entacher la qualité du scrutin. Suivez. La réaction du gouvernement était attendue suite aux images vues sur les réseaux sociaux et montrant dans des bureaux de vote des agents estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports. D'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Pour les conférenciers, il s'agit d'un sabotage pour discréditer le processus électoral et il semble bien connaître les auteurs. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Ces actes feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice, ont ajouté les membres de l'exécutif. Nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. À ces actes s'ajoute la confusion observée ces derniers jours autour du taux de participation à cette élection présidentielle. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation, qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres. Bien d'autres sujets, notamment celui relatif à la réforme du système partisan, ont aussi meublé les échanges entre hommes et femmes des médias et les membres de l'exécutif. Cette réforme a été opérée pour clarifier un système dont l'échec était avéré, a conclu le ministre Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. Loin de l'actualité politique à présent et toujours dans l'actualité nationale, une fois encore le Bénin bat son plein record de production cotonnière, 728 000 tonnes de coton, c'est le rendement enregistré au titre de la saison cotonnière 2020-2021. L'information a été rendue publique dans l'après-midi d'hier par le ministre de l'Agriculture. Reportage Ali Moumouni, Rachidi Soubéro. Pour la saison cotonnière 2020-2021, le Bénin bat son propre record. 728 000 tonnes de coton enregistrées
contre 714 714 l'année écoulée. Et pourtant, la saison n'est pas encore terminée. Mieux, sur la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares. C'est que cette année, nous avons fait moins. Nous avons fait moins et on s'était demandé si ça pouvait permettre d'atteindre. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Le rendement de la production cotonnière de cette saison se résume à une progression de 10,34% par rapport à la campagne de 2019-2020, soit 1,185 tonnes par hectare contre 1,073, alors même que les conditions climatiques n'étaient pas aussi favorables. Selon le ministre de l'Agriculture, la campagne pluviométrique a connu un énorme retard, surtout dans les zones de production cotonnière. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, là, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le coton n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Depuis quelques années, le Bénin s'est hissé au sommet des pays producteurs de coton en Afrique et compte maintenir son rang dans le secteur. Ce résultat est le fruit de la réorganisation de la filière coton depuis l'arrivée du gouvernement Talon en 2016. Nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare, et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Alors, ce faisant, nous voulons rester à ce niveau-là et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et les égrégeurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton graine produit par les producteurs et la filière l'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je pense que ce niveau de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montre à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AIC qui veille. Et nous devons travailler activement pour une production durable du coton. Avec ce niveau de production, le Bénin crée ainsi assez d'opportunités d'emploi. C'est un résultat qui permet également à la chaîne des acteurs impliqués dans la filière, de la production au transport, en passant par le grainage et bien d'autres, d'enregistrer un niveau considérable de revenus. Bref, aujourd'hui, le coton fait beaucoup d'heureux au Bénin. Direction à Glan-Gandon, maintenant dans la commune de Sémépoji. Eh bien, la poussière d'une grande cimenterie implantée dans la localité dite Salois aux habitants, c'est une situation qui dure depuis plusieurs années et qui rend la vie très difficile aux habitants de la localité. Constat sur place avec une équipe de Canal 3 Bénin. Des feuillages d'arbres, des toits et des maisons entièrement recouvertes de poussière. Voici les décors qui se présentent gracieusement aux habitants du quartier Gayokomé à Sekandji. Je suis venu ici en 2001. Bon, moi, je ne savais pas que la poussière avait une telle ampleur. Taïro Adamou est fonctionnaire à la retraite. Son domicile est situé à quelques mètres, derrière la cimenterie de Sekandji. Une petite visite dans sa maison et le constat est là. De la poussière qui prend le dessus sur l'entretien. Bon, on ne peut rien, on vit dedans comme ça. Comment on veut arriver un fonctionnaire qui est à la retraite et a de l'argent pour aller s'acheter encore une autre parcelle ailleurs? Nous nous débrouillons dedans avec les maladies, la toux, tout ça, les gens sont malades, vous constatez vous-même. Donc, moi, je me suis dit, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit que nous sommes en Afrique, les Africains, c'est comme ça. La situation est la même dans toutes les habitations environnantes. Entre les plaintes et les désolations, les populations ne savent plus quelle posture adopter. À notre arrivée dans le quartier, tout le monde veut s'exprimer. Nous sommes vraiment bombés de poussière ici. Et vraiment, on vit au quotidien une grande désolation.
Et les poussières nous envahissent, vraiment pas possible. Hein? On ne peut même pas, vous ne pouvez pas laisser la nourriture à la maison sur la table et revenir manger 6 minutes après, vous ne pouvez pas. Tous les jours, il faut essuyer, tous les jours. C'est pour cela que par moment, moi, je suis obligé de quitter la maison des fois toute la journée. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On a tout fait. On s'est soulevé, on est allé chez eux là-bas, mais rien. Les conséquences de la poussière dégagée par les cimenteries sur l'organisme humain sont énormes. Selon Gildas Agodopessi, professeur agrégé de pneumologie, le risque pour les habitants du voisinage d'une cimenterie de contracter les maladies respiratoires est élevé. L'inhalation de la poussière peut même être la source d'autres maux. Cette poussière générée, quand elle rentre en contact avec l'organisme, c'est surtout les voies respiratoires qui sont les plus concernées, puisque la plupart du temps, nous arrivons à protéger la peau, okay? Mais c'est les voies respiratoires. Et vous savez, bien qu'étant un viscère profond, le poumon est exposé à l'environnement extérieur de par les narines. Et puis la grande surface d'échange des poumons fait que c'est l'organe qui est le plus exposé. Certes, il y a d'autres organes, les yeux, la peau, la bouche et tout ça, mais c'est particulièrement les poumons qui sont les plus exposés parce que la respiration étant un phénomène spontané, un phénomène qu'on ne peut pas contrôler, quand nous respirons, forcément des particules rentrent. Si l'environnement se porte mal, la santé humaine est affectée, c'est totalement clair. Donc c'est ça, c'est parce que l'environnement est pollué par ces poussières qui contiennent des microbes que la santé est affectée. Qu'est-ce qu'on poursuit en veillant à la protection de l'environnement? On veille à la bonne santé, à la sécurité sanitaire des animaux, des hommes. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, ta santé n'est pas saine. À Sekandji, les responsables de la Simbénin sont bien conscients de la poussière que dégage leur usine. Face à une telle situation de pollution environnementale, ils nous confient que de nombreuses dispositions sont prises pour réduire l'évaporation de la poussière. Nous améliorons l'environnement pour que nos voisins puissent être dans un environnement sain. Donc l'usine est tellement rigoureuse par rapport à elle-même, par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ce qui fait que nous sommes lancés dans le processus de certification. Donc Simbénin est la seule usine, je dirais, au Bénin, certifiée avec une triple certification ISO 14001 qui est liée à l'environnement, ISO 18001 qui est liée à la sécurité et ISO 19001 qui est liée à la qualité. Il y a une émission de poussière juste à la hauteur de l'usine qui s'envole vers la communauté. Parce que nous voyons ici le vent, ici est un peu orienté sud-ouest. Donc dès que la poussière se soulève, elle s'envole vers la communauté. Donc nous avons identifié ce point-là et nous sommes allés jusqu'à supprimer certains équipements. Créée en 1977, la Simbénin est aujourd'hui en plein cœur d'une agglomération. Et bien qu'étant des pôles importants de l'économie, les cimenteries ont un impact considérable sur l'environnement. Une autre de sport pour finir maintenant, tournoi de football au profit des centres de formation sportive du Mono. Pour une première édition, cette compétition destinée à la catégorie des moins de 15 ans a réuni 10 centres de formation sportive. La finale a eu lieu la semaine dernière. Retour sur les temps forts de la finale de cette compétition avec Geoffroy Messon. Après une semaine environ de croisement de crampons, sur cette pelouse verte du stade omnisport de Lokossa, cette finale vient parachever une fête du football des jeunes, plus précisément des U15. En blanc-marron, l'équipe Ezida Dagamé de la commune de Lokossa et en blanc-vert, apparemment jaune, l'équipe de l'USZ de la commune de Comé. Au terme des 90 minutes de jeu, ce sont les visiteurs qui l'ont emporté par le score de 2-0. Le premier partie, on n'a pas composé le jeu. Deuxième partie, là, on a composé le jeu et on a marqué 2 buts. C'est moi qui ai marqué le début.
Sur la ligne de départ de cette compétition de football, réservée au centre de formation sportive du département du Mono, il y a eu 10 équipes réparties en 4 zones. Lokossa, Atiémé, Grand Popo et Komé. Dans la zone de Komé, nous avons joué match aller-retour contre le centre EASS. Ça n'a pas été facile avant qu'on vienne ici. Arrivé ici, nous avons joué également les 2 matchs. Premier match contre Miséricorde en première demi-finale. Et nous sommes sortis maintenant pour la finale. Et c'est de la finale, maintenant on a rencontré nos homologues d'Agamé. Ce tournoi de football organisé au profit des centres de formation sportive du Mono est à sa première édition. Il est organisé par la direction départementale des sports du Mono. Il faut se féliciter et féliciter les différents promoteurs qui ont accepté participer à ce tournoi au niveau départemental qui nous permet d'évaluer le travail qui se fait au niveau de chacun des centres, qui permet aux responsables, aux promoteurs de ces centres de formation, aux encadreurs d'évaluer la performance des apprenants dont ils ont la charge, mais en même temps évaluer leur propre performance. La cérémonie de clôture de cette première édition du tournoi de football des centres de formation sportive du Mono s'achève sur la remise de trophées et autres récompenses aux équipes et joueurs méritants. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.